La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre émission Diplomatie pour encore parler de l'actualité internationale sur iRadio, la 90.3, mais aussi ITV. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Kane Hamidou Baba. Il est docteur en communication, mais aussi expert en finance. Il était aussi candidat à la dernière élection présidentielle en Mauritanie et président du parti de la coalition Vivre Ensemble. Monsieur Kane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Nous avions vécu avec vous la dernière élection présidentielle mauritanienne dont le taux de participation était de 62%. Vous êtes sorti avec 8% lors de cette élection, mais il y a eu quand même des revendications. D'abord, quel bilan tirez-vous de votre participation à cette élection qui a donné vainqueur au général Ghazouani? Bon, je pense qu'il faut s'arrêter un peu sur les chiffres et ne pas trop faire attention à ces chiffres, aussi bien le résultat qui m'a été donné que même le taux de participation. Des chiffres que vous contestez? Que nous contestons, bien évidemment. Nous contestons tous les chiffres, bien sûr. Disons tous les résultats qui ont été donnés, y compris même le taux de participation, parce qu'à partir du moment où on gonfle le nombre de votants par rapport aux électeurs inscrits, oui, il est clair qu'on a faussé, la donne. Bon, alors, le bilan que nous en tirons, c'est que les élections étaient mal préparées, aussi bien en amont qu'en aval. Et que forcément, d'ailleurs, ayant été préparées de façon organisée, de façon unilatérale par le pouvoir, il ne pouvait en résulter, bien sûr, que des élections contestées. N'empêche que vous avez quand même participé. Bien sûr, nous avons participé. Oui. Nous ne le contestons pas, nous avons participé. Nous avons participé également pour gagner parce que nous étions conscients de l'ampleur de la demande de changement en Mauritanie. Et donc, par conséquent, malgré toutes les défaillances, le manque de transparence, notre non-présence au niveau de la Commission nationale chargée des élections, manque d'observation technique rassurante, manque d'exploitation du fichier comme cela se devait normalement, autrement dit l'audit du fichier électoral. Malgré tout cela, bien sûr, nous pensions que l'élan du changement en Mauritanie devrait permettre aux Mauritaniens d'obtenir le changement qu'ils souhaitaient. Et pourtant, nous avons rencontré le président de la commission électorale qui nous a dit qu'il vous a tous rencontrés, l'opposition comme le candidat du parti au pouvoir Ghazouani, et que vous étiez de commun accord sur l'organisation de l'élection. Non, pas du tout, parce que ce qu'il faut retenir d'abord, le fait de rencontrer un président de la CENI ne signifie pas grand-chose. La vérité, c'est qu'avec le ministre de l'Intérieur, il y a eu des négociations entre le ministre de l'Intérieur et l'opposition. Vous voulez dire que la CENI ne contrôle pas grand-chose? Non, c'est-à-dire que la CENI ne se désigne pas. Oui. Les membres sont désignés par le gouvernement qui organise les élections. Oui. Nous avions rencontré le ministre de l'Intérieur. Il était question sur les 11 représentants de la CENI, donc ce qu'on appelle le comité directeur de la CENI, oui, il était question d'en donner 3 à l'opposition. Mais le gouvernement a voulu choisir et pour lui et pour nous. En ce sens que dans un premier temps, le gouvernement a dit qu'il fallait remplacer l'un des éléments membres que nous avions choisi en tant qu'opposition. Et deuxièmement, le gouvernement a voulu nous imposer de prendre une femme, parmi les 3 que nous avions. Et donc, on ne s'est pas entendu. Et finalement, c'était une CENI essentiellement gouvernementale, oui, ou exclusivement gouvernementale. Mais c'est le gouvernement qui organise quand même les élections. Oui, mais dans tous les pays en Afrique, d'une manière générale, oui, la CENI est un organe qui régule les élections. Et elle est dite indépendante. Elle doit être aussi indépendante du gouvernement, bien évidemment. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Oui, la deuxième chose, c'est que dans toutes les CENI qui sont organisées, installées, il y a une certaine forme, je ne dirais pas de parité, mais de présence, oui, très représentative, très significative de l'opposition, ce qui n'était pas le cas. Oui, mais sur quelle base, quelles sont les motivations de vos contestations de ces résultats? Eh bien, nous avons constaté qu'il y a plus de 200 bureaux dans lesquels il y avait plus d'électeurs votants que d'électeurs inscrits. Avouez que c'est paradoxal. Nous avons comptabilisé également des bureaux dans lesquels
le nombre de bulletins sortis de l'urne était nettement inférieur au nombre de votants. C'est paradoxal. Donc il y a là une base objective de contestation, en tout cas, des résultats. Oui. Et si on déflate cela, automatiquement, il y avait un deuxième tour. Si on déflate cela, il y avait automatiquement un deuxième tour. Et nous avons été en présence, bien sûr, de fraude électorale qui explique évidemment nos contestations. Et j'ajoute également qu'il vous souvient, puisque vous étiez à Nouakchott, que le candidat du pouvoir s'est autoproclamé élu au premier tour, alors que la CENI n'avait même pas fini les opérations de décompte des voix, des votes. Je pense qu'il y avait anguille sous roche. Ajoutons également à cela le contexte dans lequel la journée du vote s'est passée, où on a commencé à descendre dans les rues de Nouakchott, dans les grandes capitales, dans les grandes villes. On a commencé à descendre des chars, des automitrailleuses, etc. Je pense que ce ne sont pas des instruments de la démocratie, le moins qu'on puisse dire. Oui, d'ailleurs, il y a eu des affrontements. Votre siège a été saccagé. Bien sûr. Et il y a eu des arrestations, beaucoup même. Quelle était la suite de ces affrontements qui ont quand même fait beaucoup de blessés? Oui, nous avons eu beaucoup d'arrestations. Mon siège de campagne a été saccagé et nous avons eu des blessés. Nous avons même eu un jeune qui finit par avoir la main coupée au cours de ces affrontements. Mais la vérité, c'est que nous avons appelé à l'apaisement. Nous avons appelé au calme, compte tenu de la fragilité d'ensemble de la Mauritanie. Et que je pense que quand on est un dirigeant et qu'on est également responsable, il y a, bien sûr, comme disait quelqu'un, il ne faudrait pas marcher sur le sang au-dessus des cadavres pour arriver à un palais. Oui. Et vous-même, vous avez été convoqué par la police? J'ai été convoqué plutôt par le ministre de l'Intérieur. Oui. J'ai été convoqué par le ministre de l'Intérieur. Quel était l'objet de cette convocation? L'objet serait de nous demander d'appeler au calme. L'objet serait de nous dire qu'ils ne nous ont pas entendus appeler à l'apaisement. Alors que ce à quoi d'ailleurs j'ai répondu, que l'apaisement ne se prépare pas le jour du vote ou le lendemain du vote. L'apaisement, c'est avant le vote. Et qu'on n'a pas trouvé un consensus entre pouvoir et opposition avant même d'aller aux élections. Donc les règles du jeu étaient faussées. On n'était pas d'accord sur des règles consensuelles. À partir de là, ça pouvait ouvrir la voie à toutes les dérives. Et que le fait même que le candidat du pouvoir se soit autoproclamé élu dès le premier tour, avant la fin du décompte de la CENI, était déjà une raison qui a conduit en fait les jeunes à descendre dans la rue et à protester, à contester. Donc, si apaisement il y a, ça doit être fait également des deux côtés. Oui. Alors, après cela, il y a beaucoup de jeunes qui ont été libérés, mais nous avons appris qu'il y en a d'autres qui sont toujours en prison. Tout à fait. Nous avons fait face à deux situations. Une situation dans laquelle nous avions un état d'urgence de fait qui ne disait pas son nom, et nous avions également les commissariats et les prisons qui commençaient à se remplir de nos militants. Voilà pourquoi, lorsque le pouvoir a commencé à parler du dialogue à l'époque, nous avions dit que nous avions des préalables au dialogue et que pour nous, nous ne pouvions pas avoir des fusils pointés sur nous et dialoguer avec le pouvoir. Et que c'était une condition sine qua non pour aller au dialogue. Oui. La deuxième chose également, c'est que nous ne pouvons pas dialoguer dans un contexte électrique dans lequel nos militants, beaucoup d'entre eux, certains étaient tabassés, arrêtés, donc emprisonnés, etc. Et qu'il fallait qu'ils soient libérés pour que les conditions, disons, les conditions d'un dialogue puissent être examinées. Disons, les chances de succès d'un dialogue pour qu'elles puissent être examinées. Oui. Donc, jusqu'à présent, au moment où nous parlons, nous avons encore 9 personnes qui sont arrêtées à Kaïdi. Mais ils étaient au départ plus de 250. D'accord. Et aujourd'hui, le général Aziz a donné le pouvoir à Ghazouani. Vous pensez que c'est une continuité ou vous vous attendez à une rupture? Alors, si j'en juge par les déclarations qui sont faites par le nouveau pouvoir, ça pourrait ressembler, ça comporte une part potentielle de rupture. Mais en même temps aussi, disons que c'est mi-figue, mi-raisin, puisque le porte-parole du gouvernement lui-même, du nouveau gouvernement, dit que ce régime s'inscrit dans la continuité du précédent. Nous ne pouvons que les prendre au mot.
Et si tel est le cas, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Oui. La discrimination raciale, ça fait trop de bruit en Mauritanie depuis plusieurs décennies quand même. Comment est-ce que vous le concevez, vous? Comment est-ce que vous le vivez en tant que Mauritanien? Eh bien, très mal. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la Mauritanie se situe sur un arc de crise. Elle se situe sur un arc de crise qui sépare pratiquement l'Afrique d'est en ouest ou qui traverse l'Afrique d'est en ouest. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Éthiopie. C'est devenu deux États, l'Éthiopie et l'Érythrée. Le Soudan, c'est devenu le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. On a vu également cet arc de crise traverse la Libye, l'Algérie dans certaines mesures, le Niger, le Mali, plus près de chez nous. Oui. La Mauritanie, bien évidemment, étant dans cette dynamique ou étant dans cet arc de crise, ne peut pas échapper. Et il faut en tirer, bien sûr, une leçon, c'est que les zones de contact sont potentiellement des zones de rupture. Et la Mauritanie en fait partie. Oui. Donc, elle est fragile. Parce qu'il y a des communautés au départ qui sont largement autonomes, qui sont retrouvées au sein d'un ensemble étatique, décidé par le colonisateur qu'on appelle la Mauritanie. Et que par conséquent, la question nationale s'est vite posée en Mauritanie. Depuis l'indépendance du pays, ça s'est aggravé durant, bien sûr, ces dernières années, particulièrement sous le régime des militaires. Oui. La question nationale a été mal gérée. Elle est restée sans solution, voire même elle s'est aggravée. Vous vous souvenez, les années 86, les années 89, avec la déportation des négro-africains de la Mauritanie, les années 90-91, avec les exécutions extrajudiciaires au sein des forces armées, etc. Et nous allons célébrer bientôt le 28 novembre en Mauritanie, mais pour beaucoup de Mauritaniens, en tout cas négro-africains, le 28 novembre sera plutôt vécu comme une journée de deuil. Parce que 28 soldats négro-africains avaient été pendus pour célébrer la fête de l'indépendance de la Mauritanie par leurs propres frères d'armes. Où ça? À Oualata ou... Un peu partout. Ça s'est passé surtout à Inal. Ça s'est passé essentiellement à Inal, mais il y avait d'autres militaires qui ont été également victimes d'exécutions extrajudiciaires. Oui. Ils sont au nombre de 500 et quelques en réalité. Je pense que pour un petit pays comme la Mauritanie faiblement peuplé, ça ne peut pas ne pas impacter les rapports entre les communautés négro-africaines et l'État. Mais y a-t-il pas moyen de dépasser tous ces clivages, ces considérations, mais à condition... pour enfin construire un vivre ensemble, comme vous le dites? Mais c'est notre objectif, justement. Le vivre ensemble est un défi. C'est un défi et à la fois un objectif. Oui. Alors, pour que cela puisse être également dépassé, ça suppose qu'on ait réglé au moins certaines questions. Autrement dit, que l'on est satisfait à un certain nombre de devoirs, notamment le devoir de vérité, qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Oui, on parle tout mais le devoir, bien sûr, de réparation, le devoir de justice, le devoir de mémoire, ces devoirs méritent d'être examinés pour qu'on puisse dépasser cela. Parce que on ne règle pas ces problèmes par décret. Ça suppose donc que les Mauritaniens se parlent. Et l'une des grandes faiblesses également de la société mauritanienne, c'est que, je l'ai dit, c'est que depuis pratiquement l'indépendance du pays, les Mauritaniens se sont peu parlé. Sous le régime civil qui a duré jusqu'en 1978, on était dans des idéologies à grande portée, c'était l'idéologie du parti unique, etc. Oui. L'idéologie de la Constitution nationale, comme la plupart des pays africains. C'était relativement civilisé, mais on chuchotait. On ne se disait pas aussi beaucoup de vérité, on chuchotait essentiellement. Mais sous le régime des militaires, certainement par incompétence, bien souvent d'ailleurs, mais en tout cas, on est allé pratiquement, selon les régimes, selon les périodes, on est tombé de Caraïbes en Silla. Est-ce que vous regrettez que la Mauritanie soit considérée comme un pays arabe? Non, je n'ai aucun regret par rapport à cela. La Mauritanie est un pays arabe. Il n'y a aucun problème à cela. Vous l'acceptez? Mais elle n'est pas qu'un pays arabe. Oui. La Mauritanie a vocation à être un trait d'union entre l'Afrique noire et le monde arabe. Et pourtant... Et elle doit s'assumer en tant que telle. Oui, les négro-arabes se sont sentis toujours moins considérés que les Beydan ou les autres communautés. Oui, disons que dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la composante arabe de la Mauritanie, vous avez
négro-arabe de la Mauritanie, vous avez la composante arabe, Beidan, et vous avez une composante Haratin, probablement la plus nombreuse, mais qui appartient en tout cas à une caste particulière d'anciens esclaves pour l'essentiel, et donc de peuples dominés, et qui aspirent de plus en plus également au droit à l'égalité, qui aspirent également dans une large mesure à se compter. Est-ce que les autres communautés vont accepter que les Haratines leur dirigent, que ce soit les Halpulaar, les Soninké ou les Wolof, sachant que les Beidan considèrent les Haratines comme une communauté inférieure? Bon, quand vous dites les autres communautés, je ne sais pas à quelle communauté, bon, vous avez cité la communauté Pulaar, Soninké, Wolof, etc. Mais a priori, il n'y a pas de problème à ce que un ressortissant de la communauté arabe ou Haratin dirige la Mauritanie. Je ne pense pas que ce soit là le problème. Le vrai problème, simplement, c'est que quels que soient les dirigeants de la Mauritanie, il faudrait qu'ils partent du principe de l'égale dignité en toutes les communautés de la Mauritanie. Or, c'est cela qui nous a fait défaut. C'est sûr, bien sûr, qu'une domination politique en longue période d'une seule composante pose problème, et ça déséquilibre également l'État en tant que tel. Voilà pourquoi on en vient à qualifier l'État d'être un État raciste, discriminatoire. Bon, d'autant plus que la gouvernance elle-même, elle n'est pas bien inspirée dans notre pays. Oui. Nous avons assisté à une réunion au lendemain de l'élection au sein de l'opposition qui a été tenue dans votre siège avec Biramda Abeid, Ould Boubacar et les autres candidats de l'opposition. Est-ce que vous avez senti que vous avez agi tardivement, l'opposition mauritanienne, pour vous réunir et essayer de trouver un terrain d'entente entre vous? Vous n'aviez pas fait cavalier seul entre vous? Bon, il y a que la coordination n'était pas bien huilée. C'est un fait, parce que quand on est dans l'euphorie, quelque part, je dirais, de la campagne électorale, c'est un pays très vaste, chacun a le souci d'aller vers son électorat potentiel, de couvrir beaucoup de zones. Ce n'est pas facile. Mais vous étiez quand même conscient que vous avez devant vous un candidat qui était bien armé sur plusieurs plans et qui aspirait à remplacer Aziz. Oui, mais auparavant, il faut quand même savoir aussi que nous avions déjà échoué dans notre unité lorsque nos amis du Forum national pour la démocratie et l'unité cherchaient une candidature unique. On n'a pas réussi à avoir la candidature unique. Personnellement, je n'étais pas favorable à une candidature unique. Pourquoi? Bien, parce que d'abord, nous n'avions pas de programme commun. Et je ne voyais pas comment on peut avoir un programme commun. On n'a pas de programme commun, comment on pouvait avoir une candidature unique? Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne croyais pas à l'efficacité d'une candidature unique. Parce que nous avons une société qui est assez divisée, qui n'est pas homogène, qui n'est pas intégrée, et qu'une candidature unique risque d'être essentiellement supportée par le candidat, et qu'il valait mieux rationaliser les candidatures, ne pas avoir donc beaucoup de candidatures, mais avoir une candidature représentative des différents segments de la société mauritanienne. Au finish, d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu. Vous remarquerez que le pouvoir a été obligé de donner 40% à l'ensemble de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait une candidature unique, on n'aurait pas eu 40% au premier tour. Oui. Et que deuxièmement, que s'il y avait eu évidemment une candidature également, une candidature unique, mais non seulement on n'allait pas avoir, comment dirais-je, un second tour, mais beaucoup de gens allaient croiser leurs bras. Oui. Est-ce que aujourd'hui, si on devrait choisir un leader de l'opposition mauritanienne, Biramda Abeid serait la bonne personne pour être le leader de l'opposition? Bon, nous avons une loi. Que dit la loi? La loi dit que le leader de l'opposition vient du Parlement, doit venir du Parlement. C'est sur la base du nombre de députés obtenus à l'Assemblée nationale qu'on devient leader de l'opposition. Cette loi n'a pas été changée. Elle avait fait d'ailleurs l'objet d'un certain consensus. Et qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée? Aujourd'hui, c'est le parti Tawassoul. D'accord. Et c'est le parti Tawassoul qui est le leader de l'opposition en tant que tel, de l'institution de l'opposition. Maintenant, la notion de leader n'est pas adossée chez nous à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est une étape, d'autant plus qu'on peut être indépendant. On peut être un candidat indépendant à l'élection présidentielle. Imaginez qu'un candidat indépendant soit le leader de l'opposition. Ça pose problème.
s'il arrivait en tête. Dans quel sens? Oui, ça pose problème, en ce sens qu'un candidat indépendant n'est pas forcément l'opposition. Par définition, il est indépendant. Oui, mais il reste un candidat quand même. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a les idées de l'opposition, ça ne veut pas dire qu'il partage le programme de l'opposition, parce qu'un leader de l'opposition doit pouvoir partager avec un nombre plus ou moins large, plus ou moins vaste, un certain nombre d'idées, etc. Oui, mais son leadership peut être quand même incarné aussi par le peuple. Ce n'est pas mon avis, mais enfin ça se discute. Oui. En tout cas, ce qu'on observe en général, oui. La fonction de leader de l'opposition vient du Parlement. D'autant plus c'est le Parlement qui est la représentation nationale. Alors qu'une élection présidentielle se rencontre entre un homme et un peuple. Oui. Et que ce qui est vrai le matin peut ne pas l'être demain. Bien sûr. Et que la base de la légitimité, elle est beaucoup plus fugace. Absolument. Nous allons à présent parler de la CEDEAO qui veut s'élargir à la Mauritanie et au Tchad pour mieux faire face au terrorisme, à l'extrémisme. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Quelle appréciation? D'abord, je dois dire que c'est une lourde et grave erreur pour la Mauritanie d'avoir quitté la CEDEAO. Vous savez que la Mauritanie est un pays membre fondateur de la CEDEAO. Elle a quitté la CEDEAO dans les années 99 pour des raisons obscures, alors que ses intérêts économiques l'obligeaient en fait à rester au sein de la CEDEAO. Elle avait une balance commerciale excédentaire avec 14 des 15 pays de la CEDEAO. Je dis bien 14 des 15 pays de la CEDEAO, à l'exception du Sénégal, et même avec le Sénégal. Si la balance commerciale mauritanienne était déficitaire, c'est parce que les hommes d'affaires mauritaniens voulaient passer par le port de Dakar et les marchandises qui venaient du Sénégal étaient comptabilisées comme venant du pays, alors que ça venait de l'étranger. Oui. Donc elle avait un intérêt économique évident à rester au sein de la CEDEAO. Sans parler également du rôle que la Mauritanie, historiquement, traditionnellement, a joué en matière de propagation de l'islam, et de la culture dans l'espace CEDEAO. Je ne parle pas, bien sûr, de ces commerçants mauritaniens qui sont installés également dans l'ensemble pratiquement des pays de la CEDEAO. Donc, elle avait tout intérêt à rester au sein de la CEDEAO. Maintenant, qu'elle se ravise pour mutualiser ses efforts, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la CEDEAO, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui. Bon, mais il aurait mieux valu rester dans la CEDEAO et ne pas attendre maintenant que le feu couvre pour venir évidemment coopérer ou collaborer avec les pays de la CEDEAO. Oui. La vérité, c'est qu'elle doit réintégrer purement et simplement la CEDEAO. Mais dans ce contexte actuel, avec la lutte contre le terrorisme ou l'extrémisme, et les nombreux défis que se sont fixés les pays membres de la CEDEAO, quel rôle peut jouer la Mauritanie dans cette lutte? Mais la Mauritanie peut jouer un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme, d'autant plus qu'on sait bien qu'il y a des Mauritaniens qui sont aussi dans ces mouvements terroristes. Probablement. Même si le pays est pour le moment épargné. Hein? Oui, le pays est épargné, on va dire par la grâce de Dieu, oui. Mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit par l'efficacité particulière des forces armées mauritaniennes que le pays également est épargné. Il faut trouver d'autres... Certains analystes disent que c'est à cause d'une bonne stratégie d'Aziz, hein, que la Mauritanie n'est pour le moment pas touchée par le terrorisme. Bon, on va dire ça peut-être comme ça, mais laquelle? En tout cas, ce qu'il faut constater, c'est que le pays est épargné par le terrorisme. Oui. Donc, à partir de là, si on mutualise les efforts, la Mauritanie va probablement donner ses recettes aux autres pays membres de la CEDEAO qui sont exposés, qui sont dans les lignes de front, qu'il s'agisse du Mali en particulier ou aujourd'hui du Burkina Faso. Bon, mais il est clair qu'il y a une internationale terroriste. Il est clair qu'aucun pays pris individuellement ne peut faire face au terrorisme, oui. Et que ni les moyens de la Mauritanie, ni son intelligence ne lui permet de faire face durablement au terrorisme sans les autres. Et que, comme on dit en poulard, la forêt sèche et la forêt humide, quand elles vivent côte à côte, oui. Forcément, quand la forêt sèche brûle, la forêt humide également prend feu. C'est sûr. Et je pense que c'est cela cette sagesse qui doit guider également la Mauritanie à mutualiser davantage ses efforts avec les autres pays membres de la CEDEAO. Et pourtant, pour le moment, il y a déjà le G5 Sahel qui est en place
Est-ce que c'est par souci d'inefficacité que les chefs d'État ont... Non, mais il est clair, M. Camara, qu'à partir du moment où aujourd'hui on cherche des solutions plus larges, ce qu'on aurait dû faire dès le départ, en réalité. Mais des solutions qui semblent être dictées depuis l'Occident, hein, avec la rencontre du G7 auquel Macron avait invité des pays. Oui, tout ceci procède du constat d'un échec. Le G5 Sahel, d'abord, n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, comme on s'y attendait. C'est ça la réalité. Mais je dis bien que dès le départ, on aurait dû, au lieu d'avoir un G5, on aurait dû avoir un G15 ou un G17, hein, dès le départ. Et ceci aurait pu certainement avoir plus d'effet. On a vu dans le cas du Mali que c'est un pays comme le Tchad, non membre d'ailleurs de la CEDEAO, qui est venu quelque part au secours également de nos frères maliens dans la partie nord. Alors, des religieux des pays du Sahel proposent aux États de nouvelles méthodes dans l'enseignement pour un islam modéré, disent-ils, pour contrecarrer l'extrémisme. Est-ce la meilleure méthode? En tout état de cause, la réaction ou la riposte purement militaire n'est pas suffisante. Alors, il faut, bien sûr, au niveau de la formation des esprits, parce que ce sont les jeunes qui sont exposés, qui sont fragiles, qui sont exposés au terrorisme. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les considérations d'ordre économique, bien sûr, les questions de développement. Et je pense de cela, d'ailleurs, aujourd'hui, les gouvernants en sont conscients. Mais c'est un tout, en réalité, qu'il faut. C'est un package qu'il faut si on veut lutter efficacement contre le terrorisme. Nous avions la chance que dans cet espace, en tout cas sahélien, dans lequel nous vivons, c'est le rite sunnite malikite qui est dominant. Et que par conséquent, lui-même, il est modéré. Le rite malikite est par définition modéré. Bon, mais malheureusement, il y a des idées également nouvelles qui sont à la base de ces menaces nouvelles. Et qui arrivent très très vite, hein, qu'on ne voit pas venir. Qu'on ne voit pas venir, mais qu'on pouvait prévoir. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Qu'on pouvait prévoir avec tout ce qui se passe également. Et il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Le sort qui a été fait à la Libye contribue grandement à la pagaille que l'on observe aujourd'hui dans les pays du Sahel. Et qu'on a, certes, c'était une marmite qui était bouillonnante, mais on a soulevé le couvercle sans offrir, et ça a explosé, sans offrir une solution, en fait, aux pays de la sous-région. Donc vous croyez que le problème, il faut d'abord solutionner le problème de la Libye avant de penser à autre chose? Non, aujourd'hui, il faut concomitamment mener toutes ces opérations. Il faut solutionner, bien sûr, la question de la Libye, et il n'est pas question de laisser ça seulement entre les mains des Africains ou même des Libyens, parce que c'est devenu un enjeu qui dépasse les Libyens eux-mêmes. Et par conséquent, la communauté internationale, qui a été quand même à l'origine du désordre en Libye, devrait faire beaucoup plus d'efforts qu'elle ne le fait en ce moment. De plus, également, elle doit savoir qu'il y a eu des dommages collatéraux sur le Niger, sur le Burkina Faso, sur le Mali, etc. Et que par conséquent, elle porte une part de responsabilité. Est-ce qu'ils sont prêts à l'assumer, cette responsabilité? Laquelle? La communauté internationale. Mais ce que nous disons justement, c'est qu'elle devrait l'assumer et qu'au lieu de financer des forces classiques, traditionnelles, genre MINUSMA, que sais-je encore, qui dépensent beaucoup d'argent, elle aurait été mieux inspirée d'appuyer aujourd'hui l'effort que la CEDEAO veut faire dans cette partie du monde, dans cette partie de l'Afrique. Et qu'il n'y aura pas de solution, bien sûr, sans revitaliser en fait les armées de la CEDEAO. Revenons en Mauritanie pour parler cette fois-ci du programme du général Ghazouani que son Premier ministre a présenté à l'Assemblée nationale et qui a été validé par les députés. Est-ce que vous êtes surpris par cette validation en tant qu'ancien député? Non, je ne suis pas surpris par la validation du programme qui a été présenté parce que ce programme appartient globalement à la mouvance majoritaire et que l'UPR, qui est le parti dominant au niveau de l'Assemblée nationale, avait soutenu le candidat Ghazouani. Donc, qu'ils approuvent le programme de son Premier ministre, c'est ça qui est logique. C'est le contraire qui était assez surprenant, assez étonnant. Bon, mais cela dit, nous avons un souvenir de ce qui s'était passé en 2006-2007 également,
lorsque Sidou Cheikh Abdallah avait été élu président, il est venu après une assemblée nationale qui avait sa légitimité avant lui. Et vous connaissez la suite. Et que par conséquent, probablement, l'histoire bégaye, oui, et les mêmes choses produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Et qu'on ne sait pas à moyen ou à long terme comment les choses vont se passer, elles pourraient se déglinguer également. Oui. Donc, le fait de valider le programme maintenant ne veut pas dire qu'il y a une stabilité. Oui, mais est-ce qu'il y a des points positifs que vous notez dans son programme quand même? Il a parlé de sécurité, d'égalité, de justice pour la Mauritanie. Il y a incontestablement un catalogue de bonnes intentions dans ce programme. Il a parlé de l'éducation également, qui est en réalité aujourd'hui un échec cuisant. Il est question de porter à 20% la part de l'éducation dans le budget de l'État. J'ai dit, banco, pourquoi pas, c'est très bien. Mais je n'ai pas trop entendu sur la santé. Et alors que c'est un secteur également qui aujourd'hui est à la peine. Naturellement, nous jugerons ce gouvernement et son programme sur les actes. Et nous avons vu que des actes ont été posés tout récemment qui ne vont pas dans le bon sens également. Et cela... Il s'agit de quel acte? Eh bien, il y a eu un recrutement d'une 50aine d'officiers, d'élèves officiers, mais tous ici d'une seule composante. Je pense que si nous voulons avoir une armée nationale, il faut revoir ce genre, en tout cas, de pratiques. Qui ne sont pas d'ailleurs des pratiques nouvelles, oui, mais qui pourraient participer de la continuité dont on parlait tout à l'heure, ou de la confirmation des plis, oui, du système. Vous pensez que l'ascenseur social consiste toujours à entrer dans l'armée mauritanienne pour une communauté? Non, ce que je pense, c'est qu'une armée racialisée, ethnicisée, régionalisée ou tribalisée n'est pas une armée nationale. Et que l'intérêt de la Mauritanie, comme de tout pays, oui, c'est d'avoir une armée véritablement nationale dans laquelle toutes les composantes se retrouvent. D'autant plus que nous avons une armée qui est au pouvoir depuis pratiquement 1978 et une armée donc qui est hyper politisée. À partir de ce moment-là, je pense que ça devient un facteur d'instabilité pour un pays, oui, lorsqu'une armée est détenue par une seule composante. Et que ça ne met personne en sécurité. Oui. Ça ne met même pas ceux qui gouvernent en sécurité. Parce que dans la pire des hypothèses, qu'à Dieu ne plaise, si un coup d'État doit se produire, il vaut mieux qu'il soit fait par toutes les composantes. Mais s'il est fait que par une seule composante ou par un seul groupe ethnique ou sociologique ou tribal, oui, le risque justement de dérapage est très très grand. Une armée qui avait quand même, à un moment donné, incarné la rupture quand Elie Ould-Vald avait permis d'organiser des élections qui avaient permis à un civil d'accéder à la présidence quand même. Malheureusement. Oui, mais on pourrait dire que l'hirondelle ne fait pas le printemps. Effectivement, nous avions pensé connaître une transition. Nous avions pensé que l'armée sortait des stratégies de confiscation du pouvoir avec cette parenthèse de 2005-2007. Oui. Bon, mais par la suite, bien sûr, l'armée est revenue au pouvoir, oui, aidée d'ailleurs en cela par cette fameuse communauté internationale qui derrière le paravent de la démocratie, met plutôt ses intérêts en avant. Et vous pensez que la communauté internationale n'a pas agi comme il se devait? Clairement. Clairement, il n'a pas agi comme il se devait, mais regardez pendant même ces élections présidentielles en Mauritanie. Comment pouvez-vous comprendre qu'un pays comme la France, qui est très procédurier, qui est très connu comme étant respectueuse, en tout cas du droit, des procédures, comment peut-on comprendre qu'un pays comme la France se dépêche de féliciter un candidat suite à la proclamation des résultats par la CEDEAO, alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé? Avez-vous peur d'un éventuel retour du général Aziz aux affaires? Non, je n'ai pas peur de cela parce que je suis convaincu que le peuple mauritanien évaluera, il appartient à l'histoire de juger, évaluera son passage au pouvoir pendant 10-11 ans. Et je suis également convaincu que la demande de changement était tellement forte que je ne vois pas très bien comment il pourrait revenir au pouvoir. Mais lui, il a dit, il dit que rien ne l'empêche de revenir au pouvoir.
Oui, on sait également que très probablement il a voulu d'abord quitter sans partir. Oui. Il est parti. Il peut revenir pour faire la politique, mais revenir au pouvoir, c'est une autre affaire. D'accord. Alors aujourd'hui, le général Ghazouani vous tend la main. On parle beaucoup de ce fameux dialogue. Où en êtes-vous sur ce dialogue? Écoutez, nous avons appris effectivement qu'il y a des contacts, de premiers contacts qui sont en ce moment noués, oui. Et que le Premier ministre lui-même, dans son discours à l'Assemblée nationale, a dit qu'il tend la main à l'opposition, qu'il oui. veut le dialogue. Ben, nous disons, nous prenons acte. Nous prenons acte, mais le dialogue doit se faire sur la base de la définition de règles de jeu consensuelles avant tout. Et que le dialogue est la seule solution d'ailleurs. Mais nous voulons que les résultats du dialogue également demain, s'il y a un consensus, que ces résultats soient appliqués et que ce ne soient pas des résultats qui dorment aussi dans les tiroirs. Oui. Mais a priori, par principe, nous sommes favorables au dialogue. Et quelles doivent être les prémices de ce dialogue selon vous? Il n'y a pas de prémices si ce n'est que de l'organiser. De l'organiser et que... Vous n'avez aucune condition à poser? Si. Nous, en tant que coalition Vivre Ensemble, vous savez que nous avons je vous ai dit tantôt, que nous avions fait, que nous faisons toujours, de la libération de nos détenus politiques, une condition pour participer à un dialogue. Nous n'avons pas changé d'avis par rapport à cela. Oui. Et que nous avons une dizaine de personnes arrêtées, encore en prison, à Kaïdi, et nous attendions leur libération, parce que c'est une promesse, mais nous attendons toujours leur libération. Oui. À l'heure actuelle, des inondations ont été nommées à Seil Babi, dans le Guidimaha, où il y a eu des morts et plus de 600 familles qui sont actuellement sans abri. Quelle appréciation faites-vous de cette situation et est-ce que l'État a été présent aux côtés de ces victimes? D'abord, les inondations ne sont pas quelque chose sont quelque chose de connu. Surtout que le Guidimaha est la région la plus arrosée de la Mauritanie. Donc j'ai dit qu'il s'agit là d'événements prévisibles. Mais la vérité, c'est que rien n'a été fait au Guidimaha pour justement prévenir ce genre d'événements. C'est dans la catastrophe, et c'est dans l'urgence que les gens essayent de s'agiter pour faire quelque chose. Ce qui s'est fait au Guidimaha est encore faible parce qu'il faut un plan d'urgence pour le Guidimaha. Et il faut un plan de développement pour le Guidimaha. Ce sont deux choses qui font défaut. En tout cas, ce que je sais, c'est que les ONG également ont volé au secours du Guidimaha, y compris la coalition bien sûr Vivre Ensemble, qui a été au Guidimaha, qui a assisté certaines familles. Mais tout ceci, c'est une goutte d'eau. Et qu'au-delà des mesures immédiates que les gens peuvent prendre pour que les gens puissent se nourrir, puissent avoir un abri, il faut encore une fois un plan d'urgence et un plan de développement pour le Guidimaha. Parce que le Guidimaha est l'une des régions les plus oubliées de la Mauritanie. Quand on fait le Guidimaha, on a le sentiment que si la Mauritanie est indépendante depuis 1960, le Guidimaha est à l'état de 1960. À l'exception peut-être la route bitumée qui mène jusque dans la ville de Seil Babi, et même celle-ci, elle a été endommagée par justement les inondations que vous citez. Et pourtant, une région qui a toujours été remportée par le pouvoir. Oui, paradoxalement, mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que les populations se sentent oubliées dans c'est le niveau de conscience, encore que cette fois-ci, c'est moins évident. Encore que pour cette fois-ci, ce n'est pas le cas d'ailleurs, on peut le dire. Il faut revoir un peu les chiffres. Mais par le passé, le Guidimaha, comme le Fouta, a été gagné mais contrairement quand même à Kaïdi, contrairement au Gorgol, qui souvent est considéré comme une ville rebelle au pouvoir, au parti au pouvoir. Oui, mais disons, ça a été plus marqué cette fois-ci. Ça a été plus marqué cette fois-ci. Et je pense que ça fait partie des messages que tout pouvoir devrait décrypter et essayer plutôt de comprendre. Au lieu de se lancer dans une forme de punition à des communautés, à des zones qui n'ont pas voté dans le bon sens, entre guillemets, il vaut mieux décrypter le message parce qu'encore une fois, la Mauritanie est un pays très fragile et qu'il faut savoir décrypter le message des populations. Il s'agit de populations opprimées, marginalisées, de populations privées de leur état civil, de populations privées de leur terre, de populations également qui voient bien que leurs enfants ne réussissent plus à l'école. Quand vous prenez un département comme Magama, on vous dit qu'il y a un seul bachelier cette année, qui est un grand département. Je pense qu'il y a lieu de s'arrêter
et de s'interroger sur le devenir également de cette jeunesse. C'est cette même jeunesse qui ne réussit pas à l'école, qui ne trouve pas du boulot, que l'on retrouve dans le Sahara, qui meurt au Sahara, qui meurt sur les côtes méditerranéennes, et que seuls des projets occidentaux essayent encore d'indiguer, mais on n'arrête pas la mer avec ses bras. Alors, nous allons à présent parler du pétrole et du gaz à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Beaucoup de richesses, deux pays qui partagent quand même beaucoup de points communs sur plusieurs plans. Comment est-ce que ces richesses doivent être gérées, selon vous, entre ces deux pays frères? D'abord, moi, je noterai qu'il y a un clin d'œil de l'histoire. Vous savez que Saint-Louis a été la capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Oui, absolument. Aujourd'hui, il y a eu, par la suite, il y a eu bien sûr deux États indépendants. Et aujourd'hui, comme par hasard, la Mauritanie et le Sénégal se retrouvent autour de ce bassin avec une richesse faramineuse. Bien sûr, le pétrole peut faire pour les meilleurs ce qu'elle a fait aussi pour les pires, et vice-versa. Et donc, par conséquent, d'abord, c'est un bon accord entre le Sénégal et la Mauritanie qui a été passé, et que mutualiser les efforts, c'est une bonne chose pour les deux États, pour les deux pays, et disons qu'il faut tirer le chapeau aux gouvernants de la Mauritanie et du Sénégal par rapport à cela. Il faut simplement espérer que la gestion soit vertueuse et qu'on ne tombe pas dans un certain syndrome du pétrole et du gaz jusqu'à oublier également que le développement ne peut pas se faire uniquement que parce qu'on a beaucoup d'argent tiré du pétrole ou du gaz. Il suffit de voir ce que beaucoup de pays africains sont devenus. Et que par conséquent, il faut utiliser ces ressources pour les ressources humaines, pour développer les ressources humaines, pour développer l'agriculture, pour développer l'industrie dans ces deux pays et renforcer également ce qu'on appelle l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, en profiter pour la renforcer et créer donc beaucoup plus de ponts intégrateurs entre les deux pays et au bénéfice bien sûr des peuples. Qu'est-ce que vous appelez de ponts intégrateurs? Ce que j'appelle des ponts intégrateurs, c'est qu'on comprenne bien que entre le Sénégal et la Mauritanie, ce n'est pas seulement qu'une affaire de gouvernance, c'est une affaire de peuple. Et que par conséquent, il faut faciliter la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Et qu'il faut physiquement ne pas se contenter du pont de Rosso, qui peine d'ailleurs à avoir le jour, mais créer également d'autres ponts le long également du fleuve, voire j'entends une idée d'un chemin de fer qui pourrait désenclaver également le Mali et donc qui pourrait charrier pas mal de produits venant de l'intérieur de l'Interland vers également l'embouchure du fleuve Sénégal. Je pense qu'il faudra réfléchir beaucoup plus à l'intégration sous-régionale et réfléchir en termes de bassin du fleuve Sénégal plutôt que de frontières lignes seulement. Oui, mais économiquement, qu'est-ce que ce pétrole et ce gaz peut apporter aux populations de ces deux pays, aux Mauritaniens lambda ou aux Sénégalais lambda, économiquement? Est-ce que ça peut jouer sur le panier de la ménagère des populations du Bratna ou de Saint-Louis de l'autre côté? Non, de façon évidente, ça peut beaucoup rapporter aux populations. Mais tout dépend maintenant des budgets. Vous savez qu'une partie de ces recettes va revenir dans les budgets des États. Et ça pourrait multiplier les budgets des États par 3 ou par 4. Donc c'est une manne considérable, très consistante à terme. Il ne serait pas exagéré de dire que ça va multiplier au moins par 3 les budgets des États. Or, dans combien de temps? Peut-être dans 2 ou 3 ans, c'est-à-dire 2 ou 3 ans pour l'exploitation doit être probablement dans l'ordre de 4 500 milliards par exemple de francs CFA qui pourraient tomber dans l'escarcelle en tout cas des États. Et que par conséquent le budget c'est l'instrument de la politique des États. Et que ça veut dire qu'il y a des capacités redistributives qui doivent être très importantes. Et puis il faut également qu'il y ait localement d'abord, c'est-à-dire dans la zone environnante du lieu où le pétrole est exploité, même s'il est en offshore, dans la zone environnante, qu'il y ait évidemment des impacts sur les populations riveraines. Bon, et au-delà bien sûr, parce que comme je le disais tantôt, on peut financer beaucoup de projets de développement grâce à ces recettes. Bon, maintenant, il ne faut pas dormir en se disant que le pétrole réglera tous les problèmes. Non.
Le pétrole ne règle pas tous les problèmes. Oui, et pourtant, il y a beaucoup d'activistes qui se plaignent, soit disant que toutes les ressources sénégalaises ou même africaines sont puisées au profit des Occidentaux. L'expertise, tout nous vient de l'étranger. Est-ce une raison pour s'inquiéter? Bon, écoutez, je pense qu'il y a toujours une raison de s'inquiéter, dans la mesure où, bien évidemment, celui qui exploite, c'est lui qui a ses coûts, hein, qui présente ses coûts, etc., et qui peut les gonfler. Dans la mesure également où celui qui exploite, ce n'est pas nous qui fixons les prix, les prix sont fixés ailleurs. Bon, et évidemment, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. Mais cette affaire n'a pas été mal négociée, de mon point de vue. À mon humble avis, cette affaire n'a pas été mal négociée. Et les États peuvent y trouver leur compte. Il faut savoir que ce ne sont pas les seules zones où on trouve également ce type de ressources, même si le potentiel peut paraître assez faramineux. Et que par conséquent, on est aussi soumis à la compétition d'autres champs pétroliers, gaziers, qui peuvent attirer aussi ces investisseurs. Mais la mutualisation, en tout cas, des efforts est une bonne chose. Ok. Alors, avant la découverte de ce pétrole et du gaz, la Mauritanie est très riche en ressources. Nous constatons les minéraux de Zouérat. Vous avez les côtes les plus poissonneuses au monde. Mais n'empêche, les populations trinquent toujours. Qu'en est-il? Vous avez raison, la Mauritanie est un pays potentiellement très riche, mais les Mauritaniens sont pauvres. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de mauvaise répartition des richesses. Vous savez qu'une étude avait été menée en Mauritanie où on se rendait compte qu'il y avait 200 personnes qui avaient pratiquement 85% de l'économie du pays. Pour un pays qui ne fait pas 4 millions d'habitants. Qui ne fait pas 4 millions d'habitants. Et ça en dit long sur donc, la situation des Mauritaniens. Et que par conséquent, la gouvernance d'abord, et même quand on parle de ces ressources également. D'ailleurs, il y a une expression en Mauritanie qui dit que quand on avait découvert dans les années 90 déjà du pétrole en Mauritanie, on commençait à exploiter le pétrole en Mauritanie. Il y a une expression populaire qui disait mais le poisson sent plus mauvais que le pétrole, mais nous on n'a pas senti l'odeur. Autrement dit, les Mauritaniens en tout cas n'ont pas vu les retombées de ces côtes jugées les plus poissonneuses au monde. Nous arrivons au terme de cette émission Diplomatie qui reviendra la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir et à bientôt. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.